Bienvenue dans La France Bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et aujourd'hui, vaste débat que nous ouvrons ensemble, le dossier du biomimétisme. De tout temps, c'est vrai que l'homme a regardé autour de lui pour trouver des sources d'inspiration et aujourd'hui, c'est une des machines les plus perfectionnées qui existent, qui l'inspire pour innover, à savoir l'homme lui-même. C'est le cas chez Prophétie où l'idée, c'est tout simplement de donner aux robots des yeux aussi efficaces que les nôtres. Bonjour Luca Verret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même ingénieur. Alors racontez-moi comment vous est venue l'idée de travailler sur ce projet. Et donc il y a 5 ans, j'ai rencontré des chercheurs de l'Institut de la Vision, ici à Paris, qui travaillaient depuis plusieurs années sur le développement d'un modèle artificiel de la rétine de l'œil humain. Et donc je trouvais ce projet très passionnant et nous avons décidé de démarrer ensemble, il y a 5 ans, l'histoire Prophétie. Au départ, c'était pour implanter des rétines artificielles pour permettre de recouvrer la vue ? Exactement. Donc au début, la première implémentation de la technologie a été utilisée par une autre société basée à Paris qui s'appelle Pixium Vision, qui développe des systèmes de restauration de la vue pour des personnes qui ont des dégénérescences de la rétine et qui a utilisé donc notre rétine artificielle pour permettre de développer ce dispositif médical qui était implanté chez plusieurs patients avec pas mal de succès. En fait, on ne sait pas encore vraiment, si j'ai bien compris, comment l'œil et le cerveau communiquent, fonctionnent ensemble. Il reste pas mal de choses à découvrir. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre la technologie de l'œil et finalement la reproduire ? Oui, effectivement, il y a encore des éléments qui sont très complexes, un peu méconnus, etc. Mais le principe même de développer un système artificiel de la rétine existe depuis en fait une trentaine d'années. Les premiers travaux de recherche ont démarré aux États-Unis. Et depuis en fait 10 ans, la technologie a atteint un certain niveau de maturité qui a persuadé donc ce groupe de recherche et moi-même pour démarrer en fait cette société. Et donc le principe c'est le principe d'un capteur d'image qui n'acquiert plus d'image, mais un capteur qui imite l'œil. Qui imite l'œil. Donc en fait l'œil, comment ça fonctionne? Quand je vous observe en ce moment, en fait mes yeux n'acquièrent pas l'image, par exemple du sol, du plafond, de vos voisins, etc., mais n'acquièrent que l'information de ce qui change. Donc vos yeux, par exemple, votre bouche, vos mouvements de tête, etc. Donc les yeux se focalisent seulement sur l'information des changements, sur l'information différentielle, ce qui permet de réduire la quantité de données de manière extraordinaire. Comme un appareil photo, mais en mieux. Exactement, parce que l'appareil photo, normalement, génère une vidéo par séquence d'images. Donc l'image, c'est une représentation de la scène qui est statique, tandis qu'en fait, l'œil se focalise sur toute l'information qui est dynamique, ce qui permet après à nous, à l'homme, de bien comprendre notre environnement et de bien réagir et de se protéger dans cet environnement. À quoi ça va servir de mettre l'équivalent de notre œil dans un robot ? Parce que donc ça tient, c'est tout petit, hein. Regardez, je l'ai à la main, c'est une toute petite puce qui va être implantée sur un robot, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, mais pour vous donner quelques chiffres, un capteur, une caméra classique, aujourd'hui, génère une dizaine, une vingtaine d'images par seconde. Notre capteur est capable de générer 10 000 images par seconde en temps réel, ce qui permet après à des dispositifs comme des robots, des drones, des voitures, d'avoir beaucoup plus d'informations et de réagir beaucoup plus vite, par exemple, en présence d'un obstacle. Ou bien, dans des voitures, par exemple ? Voilà, pour les véhicules autonomes, par exemple. Si on veut détecter un piéton qui traverse la rue aujourd'hui, une caméra classique, la plupart du temps, en fait, elle est aveugle. Elle ne voit rien, elle voit après un petit quelque chose, après elle ne voit rien. Donc, tout le temps qu'on passe entre une image et l'autre, on a besoin de faire du traitement, etc. Notre capteur a une capacité à voir de manière continue et à réagir de manière beaucoup plus vite. Le coach, Guillaume Gibault. Le coach est assez impressionné déjà par le côté recherche, bien sûr, mais comment est-ce qu'on passe d'une idée qui est, de ce que je comprends, plutôt destinée à la médecine dans un premier temps, comment est-ce qu'on en fait un business en fait? À quel moment? Est-ce que c'est un fonds d'investissement qui vient voir en disant votre truc ça peut être super, on peut le vendre à plein de gens? Est-ce que c'est un chercheur qui est un peu businessman aussi, qui se dit tiens en fait sur un accident on peut peut-être le vendre à des clients, parce qu'après c'est un savoir-faire d'imaginer les clients qui peuvent avoir ces besoins-là, et est-ce qu'il y a un sujet de financement évidemment là-dedans, donc comment est-ce que se fait cette boucle-là en fait? Absolument, donc nous avons démarré avec cette application dans le domaine médical, mais tout de suite en fait on a capté qu'il y avait beaucoup d'opportunités dans les mondes de la vision artificielle, dans des applications comme celle de l'automobile, des objets connectés,
de la surveillance. Donc, nous sommes allés chercher des capitaux de capital risque. Donc, nous avons levé jusqu'à présent 35 millions d'euros auprès d'investisseurs comme Bosch, Intel, le groupe Renault-Nissan et d'autres investisseurs financiers. Donc, nous avons monté une équipe aujourd'hui d'une centaine de personnes qui développent et commercialisent la technologie. Ça veut dire que c'est possible de développer à l'infini cette technologie-là? Mais elle est applicable à beaucoup de domaines. Absolument. Il y a des marges d'amélioration qui sont extraordinaires, avec des champs d'application possibles qui sont infinis. Je peux vous donner quelques exemples un peu particuliers. Aujourd'hui, on travaille avec l'Université de Sydney en Australie pour détecter l'infiniment grand, c'est-à-dire on va détecter des débris dans l'espace qui se déplacent très rapidement. Ou bien ici à Paris, avec l'Institut de microélectronique de l'UPMC, on travaille avec une application où on va détecter des cellules et on peut mesurer les vibrations des cellules jusqu'à quelques milliers de hertz. Elisabeth, s'inspirer de la nature pour innover, préserver l'environnement, il y en a de plus en plus finalement des potentiels autour de nous. Oui, il y en a de plus en plus en France et la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, c'est la région la plus en pointe en biomimétisme. Elle a même publié en avril 2018 un rapport sur le sujet. Au total, il y a 51 acteurs engagés dans le secteur, dans des secteurs notamment dans la chimie, dans l'agriculture ou dans le bâtiment. Et en 10 ans, le développement de la biomimétique permettrait une augmentation nette, d'après ce rapport, du PIB de 575 à 3177 milliards d'euros selon les secteurs du développement, avec la création de 5626 à plus de 30 000 emplois. Donc il y a vraiment quelque chose autour du biomimétisme. Je crois que Guillaume avait une question. Oui, j'avais une question. En fait, on entend votre accent italien. Vous me parlez de Sydney, vous me parlez de Paris. Derrière, il y a des moyens importants développés. Est-ce qu'il y a un consortium de chercheurs et d'entrepreneurs qui partagent tout en open book? Il n'y a pas de problème parce qu'il y a quand même des enjeux financiers importants. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça, le côté on va tous chercher ensemble pour aller dans le même sens et en même temps, on n'est pas forcément tous dans la même équipe? Aujourd'hui, donc effectivement, sur les technologies comme la nôtre, qui sont des technologies de rupture, l'enjeu principal, c'est d'évangéliser, de rendre l'écosystème le plus large possible, sensible à nos technologies. Donc, aujourd'hui, de notre part, en fait, on partage beaucoup d'informations, on partage beaucoup d'inventions à travers des papiers scientifiques, des articles scientifiques. Voilà, donc, on essaie de créer un écosystème autour de nouveaux inventaires, nouveaux chercheurs, partenaires, etc. Merci beaucoup, Luca Verret. On va vous libérer parce que je crois que vous avez des obligations. C'est en ce moment Biomime Expo. C'est la raison pour laquelle nous parlons biomimétisme aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h19. Europe 1.